En 2006, la France découvre une figure monstrueuse et se prend d'une passion venimeuse pour elle. Qui est vraiment Véronique Courgeot ? C'est la question qui est posée ce soir aux enquêteurs. Elle s'appelle Véronique Courgeot. Véronique Courgeot est une mère de famille tranquille, banale même, mariée à un ingénieur sans histoire. Son problème a donc avoué avoir étranglé ou étouffé les 2 nourrissons trouvés en Corée du Sud. Elle avoue avoir tué 3 de ses nouveau-nés juste après leur naissance. Ni son mari, ni ses amis, personne n'est au courant. Pour assassinat, son mari, lui, est toujours entendu. À 3 reprises, Véronique Courgeot est donc enceinte. À 3 reprises, elle accouche. Et à 3 reprises, elle tue. Seule, toujours seule. Mais quand elle tue, Véronique n'a pas l'impression de tuer ses enfants. Non, elle éteint des bouts de chair, des bouts d'elle-même, finalement. Elle sait qu'elle est enceinte, mais ce ne sont pas des accouchements qu'elle vit. Elle a 2 grands-fils, elle sait ce que c'est que d'accoucher. Dans sa tête, dans son corps, pour ces 3-là, c'est différent. Quand j'ai découvert cette affaire, que je racontais la triste histoire de cette femme autour de moi, personne ne semblait la connaître. Et puis ensuite, je disais « Mais si, tu sais, c'est les bébés congelés. » Et là, les regards s'éclairaient. C'est ça qu'on a retenu de Véronique, qu'elle avait conservé les corps de ses nouveau-nés dans le congélateur familial. C'est ça que les médias ont mis en avant. Et c'est là que l'histoire de Véronique Courgeot est devenue l'affaire des bébés congelés. Son procès, parce qu'il traite de l'une des figures emblématiques des femmes criminelles, à savoir des femmes infanticides, mais aussi parce qu'il expose les liens entre la criminalité des femmes et ce qui se passe dans leur corps, dans leur ventre, eh bien ce procès incarne tous les enjeux que cette série de podcasts va explorer. Pour nous accompagner tout au long de ce récit, Julie Ancien, sociologue, et Ondine Millot, journaliste judiciaire et autrice. Vous faites de cette femme une espèce de vampe. Les femmes sont exclues du monde judiciaire. De Circé. J'étais bête, Cruelle, méchante, inflexible, pleine de défauts. sadique et perverse. Bienvenue dans Femmes coupables, la nouvelle série La Première, de Juliette Proutot, Admettons que quand tu as buté ton vieux, ça t'ait rien fait. préparée avec Margot Page Mais quand on va te couper la tête, ça va quand même te faire quelque chose. et réalisée par Anna Bui. On ne coupera pas la tête. Femmes coupables épisode 1, l'affaire Véronique Courgeot, le procès de l'infanticide. Les tribunaux, je les connais depuis toute petite. Mon père était avocat, comme son père avant lui. Alors, c'était pas des grands avocats dans des grands cabinets. C'était des petits avocats de province, dans un coin perdu de Haute-Savoie en France. Mais le bal des robes noires dans la salle des pas perdus, je l'ai déjà observé, en attendant que mon père termine le boulot. Et j'ai toujours été fascinée par cet endroit, avec ses protocoles, avec ses personnages. On sent qu'il s'y passe des choses sérieuses, des choses graves. Mon père était assez lucide sur son métier. Il nous répétait à mes sœurs et moi, Faut pas se faire d'illusions. faut pas se faire d'illusions, la justice ça n'existe pas. Il disait, Le droit, c'est pas de la justice. le droit c'est pas de la justice, La justice, c'est une machine qui t'écrase. Il disait aussi, La justice, c'est pour les riches. je suis entrée en fac de droit, il a été consterné. Mais je voulais comprendre parce que j'avais l'impression que c'était là que se situait le vrai pouvoir. Je ne suis pas devenue avocate, je voulais raconter des histoires, celles qui se jouaient dans les tribunaux. Alors je suis devenue journaliste et j'ai commencé à travailler comme chroniqueuse judiciaire. Excédée par son conjoint, elle lui plante un couteau dans la Ancien instituteur, il tente de violer sa fille adoptive. Un collègue à moi me disait que la justice, c'était un peu comme l'arrière-cuisine de la société. Un endroit précaire, pas très beau, pas très propre, et qui tente de régler tout le bourbier citoyen bien à l'abri des regards. Les conflits judiciaires racontent les tensions, les torsions, les oppressions qui structurent nos sociétés. Et parmi elles, la question de la place des femmes est centrale. On pense bien sûr à celles qui sont victimes de crimes, de délits, mais qu'en est-il des inculpés, des prévenus, des accusés, de celles, bien plus rares, qui sont non pas victimes, mais coupables? Après en avoir donc délibéré, le tribunal par décision vous déclare coupable de l'infraction. Parce que si la reconnaissance judiciaire, encore timide, des violences subies par les femmes témoigne d'un mouvement de société, qu'est-ce que nous raconte la violence exercée par les femmes?
Qu'est-ce qu'on juge au final? Qu'est-ce qu'on punit? La femme, le geste, le symbole ou la menace? C'est pour tenter de répondre à ces questions que je me suis intéressée à des procès criminels où les femmes étaient coupables. Coupables ou du moins condamnées. Des affaires récentes ou pas, des procès médiatiques ou non. Mais tous sont des faits divers devenus faits de société. 8 épisodes pour 8 procès et 8 femmes. Et pour commencer, débutons donc cette série avec l'histoire de Véronique Courgeot et de son crime, l'un des plus emblématiques, les plus symboliques de la criminalité féminine. L'infanticide. Véronique Courgeot, Soupçonnée de 3 assassinats, À l'été 2006, cette affaire avait provoqué un immense ce qui a pu l'amener à supprimer par 3 fois ceux à qui elle avait donné la vie. Pourtant, le cœur de l'affaire Courgeot, ça n'est pas le crime, atroce évidemment, mais non, c'est la coupable. Parce qu'elle ne se dédouane pas, Véronique Courgeot, parce qu'elle essaie d'expliquer et donc de comprendre ce qu'elle a fait, l'origine et le sens de sa violence. Et parce que son histoire, c'est aussi celle d'une solitude, d'un désespoir, que personne ne voulait ni voir ni entendre. Et c'est le procès qui donnera à cette affaire une dimension intime et quasi historique. Un magistrat que j'avais rencontré à Nantes me disait souvent « Pour bien juger, il faut comprendre ». Eh bien, pendant longtemps, personne n'a cherché à comprendre ces femmes, comprendre ce qui pouvait amener une jeune mère qui vient d'accoucher à étrangler, à étouffer, à tuer son bébé. Ni le public, ni les juges, ni les jurés, qui d'ailleurs ont longtemps été composés uniquement d'hommes. Et c'est au procès de Véronique que, pour la première fois, en tout cas certainement d'une façon aussi publique et médiatique, eh bien pour la première fois, on évoque les zones d'ombre de la maternité. Qu'on évoque la violence psychologique que cet événement physique, physiologique, soi-disant parfaitement naturel, peut pourtant engendrer chez certaines femmes. Pour la première fois, les mécanismes entourant le déni de grossesse sont évoqués et analysés devant une cour de justice. Pour juger Véronique Courgeot, cette fois, on a tenté de comprendre. Séquence 1. La France découvre Véronique Courgeot. Quand Véronique Courgeot entre dans la salle d'audience de la cour d'assises de Tours, elle doit répondre de ses crimes et semble terrifiée par ce qui l'attend. Nous sommes le 9 juin 2009, elle est escortée jusqu'à son box transparent par des gendarmes. Son mari, Jean-Louis, et d'autres membres de sa famille, son père Robert, sa mère Monique, s'installent aussi aux premières rangées de la salle, tout devant. Dans un tribunal, les places au premier rang coûtent très cher. Privilège des concernés. Dans la salle, le public et les journalistes se pressent. C'est que tout le monde veut savoir. Pourquoi est-ce qu'elle a tué ses enfants? Et puis, surtout dans le fond, ce qui attise une curiosité un peu macabre. Pourquoi les a-t-elle gardés dans son congélateur? Et puis, à quoi ça peut bien ressembler une mère qui tue ses bébés? En tout cas, c'est peu dire que, quand elle s'assoit dans son box, Véronique Courgeot déçoit. Son visage est mince et long, elle a maigri depuis son arrestation. Elle a rassemblé ses cheveux bruns fins en une queue de cheval. Elle porte un cardigan couleur beige, une chemise gris clair, des couleurs neutres un peu ternes. Ses yeux tombent un peu. Elle a l'air triste et complètement perdue. Elle fait toute petite là au milieu de cette salle, trop grande pour elle. Comme elle fait plus petite que ses crimes, trop grand pour elle aussi. Si vous n'avez jamais été dans une salle d'audience, il faut savoir qu'elles se ressemblent toutes plus ou moins. Mon père m'avait dit, un tribunal, tu sais, c'est fait pour faire peur. C'est fait pour faire peur. Pour que personne ne s'y sente à l'aise. Dans la salle du tribunal de Tours, il y a des rangées de bancs à droite, à gauche. Elles conduisent aux tables des avocats. En face de vous, sur le mur du fond, il y a une grande peinture murale, en forme de demi-sphère, qui surplombe l'estrade sur laquelle vont s'installer les juges et les jurés. Sur la droite, entre l'estrade et la table des avocats, il y a un box. Le box des accusés, comme on dit. Il est encadré de parois de verre, avec Véronique Courgeot à l'intérieur. En face du box des accusés, il y a l'avocat général. Dans l'affaire Courgeot, il s'appelle Philippe Varin. Il représente et défend les intérêts de la société. C'est lui qui demande la condamnation de l'accusé à telle ou telle peine. Il réquisitionne, comme on dit dans le jargon. Mais oui, si le vocabulaire judiciaire appartenait au langage courant, ça impressionnerait moins. Il en va de même pour les mots que pour l'architecture des tribunaux. Il faut que ça intimide. Et voilà donc la scène sur laquelle va se jouer la vie de Véronique Courgeot.
Son procès s'annonce violent, parce que sa personnalité est clivante, parce que ses crimes sont abominables, parce qu'ils électrisent le pays depuis presque 2 ans. Au début de tout bon procès pénal, il y a des règles de procédure, des rituels juridiques très formels, qui sont invariablement les mêmes. Quelques minutes passent, la cloche sonne. Comme le protocole l'exige, tout le monde se lève. L'audience criminelle est ouverte. Et les jugés jurés arrivent. Véronique Courgeot, veuillez rester debout, je vous prie. Nous sommes le 9 juin 2009 et le procès de Véronique Courgeot débute par la lecture des charges qui sont retenues contre elle. Question numéro 1. L'accusée Véronique Fièvre, épouse Courgeot, est-elle coupable d'avoir à Villeneuve-la-Comtesse, entre mai et août 1999, volontairement donné la mort à son enfant? Question numéro 2. Le meurtre a-t-il été commis avec préméditation? Question numéro 3. L'accusée Véronique Fièvre, épouse Courgeot, est-elle coupable d'avoir à Séoul, courant septembre-octobre 2002, volontairement donné la mort à son enfant? Question numéro 4. Le meurtre a-t-il été commis avec préméditation? Question numéro 5. L'accusée Véronique Fièvre, épouse Courgeot, est-elle coupable d'avoir à Séoul, courant novembre-décembre 2003, volontairement donné la mort à son enfant? Question numéro 6. Le meurtre a-t-il été commis avec préméditation? Séquence 2. L'origine de l'affaire des bébés congelés. Pour comprendre ce qui est arrivé à Véronique Courgeot, il faut revenir 3 ans en arrière, à l'été 2006. Véronique, 38 ans, son mari Jean-Louis, 40, et leurs 2 garçons de 10 et 11 ans vivent à Séoul. Jean-Louis est un ingénieur dans une société d'équipement automobile et Véronique est mère au foyer. Ça fait 4 ans qu'ils sont expatriés, ça leur va bien. Ils ont une vie sociale remplie, ils ont des amis, font des activités. Mais par contre, ils tiennent à rentrer tous les étés en France, en Touraine, plus exactement. Ils sont tous les 2 originaires de cette région. Et l'été 2006 ne fait pas exception. Toute la famille est en France pour les vacances. Mais des impératifs professionnels de dernière minute obligent Jean-Louis à retourner en Corée. C'est l'affaire de quelques jours, il arrive aux alentours du 20 juillet et compte repartir le 26. Et alors qu'il finalise les préparatifs de son départ, il reçoit d'un ami un colis de poissons, plusieurs maquereaux frais, qu'il décide de congeler dans la foulée. Alors il se dirige vers l'arrière-cuisine de sa maison et il tente de trouver une place pour les poissons dans l'un des tiroirs du congélateur. Les 3 premiers sont pleins. Il en trouvera un sac plastique situé dans le 4e tiroir du congélateur. Il lui faut quelques minutes pour réaliser ce qu'il est en train d'observer, pour réaliser que ce sont bien 2 petits corps qui sont coincés dans le tiroir. Paniqué, il appelle immédiatement la police de Séoul. À aucun moment, Jean-Louis Courgeot n'imagine que ses enfants puissent être les siens. Quand la police coréenne lui demande l'autorisation pour un prélèvement ADN, il accepte sans hésiter. Il n'a rien à cacher. Sa seule exigence, pouvoir rejoindre sa famille en France. Le 26 juillet, la Corée le laisse quitter le territoire, ne pouvant le retenir le temps que les analyses aient lieu. Les résultats des tests ADN tombent 2 jours plus tard. Jean-Louis Courgeot est bien le père biologique des 2 nouveau-nés retrouvés à Séoul. Les enquêteurs coréens retournent chez les Courgeot pour saisir des objets appartenant à Véronique. Une brosse à cheveux, une brosse à dents. Et là aussi, les analyses ADN sont formelles. Non seulement les nourrissons étaient vivants à leur naissance, mais Véronique Courgeot est bien la mère biologique des enfants. Le couple apprend par la presse les résultats de ces tests. Dans le clan Courgeot, c'est la consternation. Alors que l'avocat du couple exige des contre-expertises en France, cette fois, Véronique et Jean-Louis sont contraints par la pression médiatique d'organiser une conférence de presse dans les bureaux de leur avocat. C'est un cauchemar, oui. La seule chose dont nous sommes sûrs, c'est que nous ne sommes pas les parents de ces 2 enfants. C'est vrai que cette affaire nous dépasse totalement. Et ma femme n'a pas eu de bébé. On ne comprend pas ce qui nous arrive, en fait. Nous réfutons en bloc les orientations actuelles de l'enquête et nous ne comprenons pas les conclusions de ces analyses ADN. Voilà. Vous imaginez un animal pris dans les phares d'une voiture ? C'est l'effet que donne l'image du couple devant les journalistes. Pour les Courgeot, cette conférence de presse est un moyen de faire part de leur consternation. Ils ne sont pas les parents des bébés. C'est impensable, c'est impossible. Non seulement Véronique a subi une hystérectomie en 2003, mais en plus personne n'a vu Véronique Courgeot enceinte depuis la naissance de ses garçons il y a une dizaine d'années. Tous les témoignages le confirment. Mais alors, comment expliquer les résultats des tests ADN ? Pour reprendre les mots d'Arthur Conan Doyle, lorsque vous avez éliminé l'impossible, ce qui reste, si improbable soit-il, est nécessairement la vérité. C'est la vérité, la seule. Quelques semaines plus tard, le 10 octobre 2006, les résultats des tests génétiques pratiqués par les scientifiques français confirment que les époux Courgeot sont bien les parents biologiques des 2 nourrissons. Le 12 octobre, Véronique Courgeot cède.
elle abandonne, elle s'abandonne, et elle avoue le meurtre de ses 2 bébés. Elle en confesse aussi un 3e. Pour bien comprendre la violence des réactions publiques et médiatiques qui vont suivre ces confessions, il faut revenir sur l'origine du crime et sa nature d'une absolue transgression. Séquence 3. Infanticide, l'histoire d'un crime. Ils sont trop criminels d'avoir Jason pour père. Il faut que leur trépas redouble son tourment. Il faut qu'ils souffrent en père, aussi bien qu'en amant. Mais quoi? J'ai beau contre eux animer mon audace. Ma pitié la combat et se met en sa place. De l'amour, aussitôt je passe à la colère. Des sentiments de femme, aux tendresses de mère. Médée est l'une des grandes figures mythologiques des femmes infanticides. Ces dernières lui sont d'ailleurs souvent comparées. Elle aurait poignardé les enfants qu'elle a eus avec Jason après que celui-ci l'ait trahi. Cher fruit de mon amour, si je vous ai fait naître, ce n'est pas seulement pour caresser un traître. Il me prive de vous, et je l'en vais priver. Cruelle et diabolique, la personnalité de Médée ne ressemble pourtant pas à celle de la très large majorité des femmes infanticides. Je vous perds, mes enfants. Infanticide, c'est un mot qui vient du latin. Ça veut dire tuer un enfant, littéralement. Lorsqu'il s'agit d'un nouveau-né, on parle de néonaticide. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, l'infanticide n'a pas toujours été puni par la loi. Jusqu'au Moyen-Âge, il n'est même pas considéré comme un crime. C'est une pratique qui est, disons, tolérée. Parce que la place de l'enfant dans la famille et la société n'est pas du tout la même qu'aujourd'hui. Et puis surtout, parce qu'elle permet une certaine régulation démographique. C'est pas très heureux dit comme ça, mais la période était prompte au pragmatisme. Donc c'est nous qui allons désigner ce geste-là de tuer son enfant à la naissance comme un crime, mais ça n'a pas toujours été le cas. Julie Ancien, sociologue. C'est pas le cas dans toutes les sociétés, c'est pas le cas partout. Donc la France réprime ça aujourd'hui très sévèrement. Ça n'a pas toujours été le cas. Et il y a des sociétés dans lesquelles c'était toléré. Tout simplement, parce que pour des raisons démographiques, etc. Enfin, encore une fois, quand il n'y avait pas d'accès à la contraception ou à l'avortement, c'était un moyen de planification des naissances ou de contrôle du groupe social qui pouvait être tout à fait toléré, admis et pas répréhensible. Les choses changent aux alentours du XVIe siècle. La place de la religion s'étend, elle s'immisce dans les foyers, dans l'intimité des couples, des corps. Du corps des femmes en particulier. Ça a commencé au XVe siècle, en fait, la criminalisation de l'infanticide. Jusque-là, il n'y avait pas de règles, de lois, de mesures particulières vis-à-vis de ce crime. Et donc, avec une justification, en fait, principalement religieuse, pour empêcher que des âmes innocentes puissent ne pas accéder, en fait, au paradis. Au-delà de constituer un crime de sang, l'infanticide est donc perçu comme un péché absolu. Et cette perception a laissé d'infimes, d'imperceptibles traces encore aujourd'hui, d'une certaine façon. On est plus susceptible d'être assassiné le jour de sa naissance que tout autre jour de sa vie, disait le psychiatre américain Philip Resnick. Et jusqu'au XIXe siècle en Europe, l'infanticide est encore relativement courant. Il représente environ 30% des crimes de sang. C'est-à-dire qu'à cette époque, un peu moins d'un meurtre sur 3 concerne un enfant. Ce chiffre qui est terrifiant montre bien que la définition de ce qui fait crime est subjective, que ça varie d'une époque à une autre, d'une société à une autre. Si on dénombre moins d'infanticides aujourd'hui qu'au XVIIIe ou au XIXe siècle, la raréfaction de ce type de meurtre a accentué et individualisé la responsabilité de leurs auteurs. Il ne s'agit plus d'un phénomène de société, comme ça a pu être le cas entre les années 1800 et 1900, mais bien d'individus déviants, maléfiques, monstrueux. D'autant plus qu'il s'agit, en termes de néonaticide, presque toujours de femmes. Alors même que la délinquance des femmes est statistiquement beaucoup moins importante que celle des hommes, l'infanticide et particulièrement le néonaticide semblent constituer uniquement des crimes de femmes. De ce que j'ai pu lire comme étude, constater aussi en allant en cour d'assises. Ondine Millot, journaliste judiciaire et autrice. C'est que lorsqu'il s'agit d'infanticide, c'est-à-dire d'enfants qui sont âgés de quelques années, on a largement autant d'hommes, voire plus. On a surtout de la
commission par des couples. Ça, c'est assez courant. Ou parfois, la mère va être poursuivie pour non-assistance à personne en danger ou complicité. Et l'auteur principal, il va souvent être retenu le fait que c'est l'homme, parce que c'est souvent lui qui va porter les coups les plus violents. Donc au final, Julie Ancien. Les femmes ne sont pas les principales autrices des infanticides. On voit bien comment joue l'imaginaire collectif, parce qu'on a tendance à mobiliser ce terme d'infanticide principalement en l'accolant au mot mère, alors qu'on a aussi, et dans les médias également, des tas d'exemples d'homicides d'enfants qui sont commis par des hommes, mais on va beaucoup moins souvent mobiliser les termes de père infanticide. Là, ce qui est en jeu, effectivement, c'est nos représentations de la maternité. Donc, on vit dans une société qui idéalise encore énormément la maternité. Et donc, les femmes sont supposées être naturellement des mères aimantes qui vont chérir leurs enfants et les protéger quoi qu'il arrive. Et c'est vraiment une attente sociale qui est réservée aux femmes. On n'a absolument pas le même niveau d'attente vis-à-vis des hommes. Simplement, ils ne tuent pas de la même manière ni pour les mêmes raisons. C'est-à-dire que les femmes qui tuent des enfants, c'est quasiment exclusivement des nouveau-nés, dans des contextes de grossesse catastrophiques, non voulus, qu'elles ont souhaité éviter, etc. Les hommes vont tuer dans la continuité de comportements violents. Par exemple, ce sont les principaux auteurs des décès liés au syndrome du bébé secoué. Pour le néonaticide, donc le crime de l'enfant nouveau-né dans ses premières 24 heures, c'est exclusivement des femmes. Je crois que je n'ai jamais vu, et dans tout ce que j'ai pu lire sur le sujet surtout, jamais entendu d'histoire où l'homme était présent. Ça va avec le fait aussi que ça suit des grossesses qui ont été cachées, mais ça c'est toujours le cas. Donc il n'y a que la personne qui accouche qui sait qu'un bébé va survenir et le crime est commis par elle. C'est encore plus insupportable puisque ça vient contrarier les images classiques qu'on projette sur la mère, de douceur, le maternel, ce mot-là qui veut dire à la fois venant de la mère, mais qui veut dire aussi soin, qui veut dire douceur, qui veut dire prendre soin. La mère aimante, toutes ces représentations-là sont totalement infirmées et de manière ultra-violente par l'image d'une mère meurtrière. Donc c'est peut-être pour ça que cette image est très forte. Séquence 4. Les confessions de Véronique. Revenons à Véronique, à ses aveux qui électrisent le pays. Alors que la vindicte populaire la presse de répondre à l'impossible, la principale intéressée peine à donner des explications. Lors de sa première journée de garde à vue, Véronique est restée muette, dépassée. Un enquêteur dit « Elle a beaucoup résisté, beaucoup pleuré, mais elle avait envie de se livrer. Et puis elle capitule. Elle raconte les faits, les actes, ses actes. Elle raconte qu'elle a accouché seule à Séoul, en 2002 et en 2003, dans la baignoire de la salle de bain. Elle raconte qu'elle a étouffé ses nouveau-nés immédiatement après leur naissance, qu'elle les a ensuite placés dans son congélateur, parce qu'elle ne pouvait quand même pas les mettre à la poubelle. Elle raconte aussi qu'il ne s'agissait pas de son premier meurtre, qu'elle avait déjà tué une première fois, en France en 1999. Le corps de ce bébé, elle l'avait fait brûler une nuit dans la cheminée de la maison. Elle raconte que personne n'en a jamais rien su. Mais Véronique Courgeot raconte ses crimes plus qu'elle ne les explique. Quand les enquêteurs lui demandent pourquoi, ses réponses sont plus confuses, sont moins sûres. Elle dit « Je ne voulais plus d'autres enfants ». Quand on lui demande pourquoi elle n'a pas eu recours à l'avortement, elle dit « Je ne voulais pas impliquer une tierce personne ». Comme si en réalité elle ne savait pas bien pourquoi, qu'elle n'avait pas encore trouvé les mots pour expliquer ses actes, les expliquer aux enquêteurs et surtout se les expliquer à elle-même. C'est quelque chose qu'on retrouve vraiment Julie Ancien. De manière impressionnante. Les titres des journaux à propos de la plupart de ces affaires vont aller chercher aussi dans ce vocabulaire le crime du silence, beaucoup d'expressions autour de cette incapacité à parler, à s'exprimer, à communiquer. Donc il y a plusieurs explications pour ça. La première, bien sûr, c'est qu'on sait d'une manière générale, indépendamment des affaires de néonaticide,
les femmes sont moins souvent écoutées et moins souvent crues que les hommes. Donc évidemment, elles intériorisent aussi cet aspect et elles vont moins facilement s'exprimer. Par ailleurs, dans ces procès, on a des rapports de domination qui sont très violents. On a principalement, encore une fois, l'affaire Courgeot, parce qu'elle se situait dans un milieu plutôt favorisé, est atypique, mais dans la majorité des procès, on a des femmes, plutôt des classes populaires, qui se retrouvent face à des magistrats, souvent des hommes, qui sont en tout cas des imposants, comme on dit dans notre milieu, des personnes avec un capital social, culturel, financier, etc., bien plus important que le leur, et donc c'est beaucoup plus difficile pour elles. Et puis ce ne sont pas des professionnels de la prise de parole. Et par ailleurs, on voit aussi, et donc dans les entretiens que j'ai pu mener avec ces femmes, qu'elles sont habituées depuis leur enfance à ne pas se livrer, à ne pas solliciter autrui quand elles sont face à des difficultés. Et donc, ce sont des choses qu'elles m'ont souvent dites. Je ne suis pas capable de parler de moi, je ne me confie pas, etc. Et donc, effectivement, ça, c'est aussi le résultat d'une socialisation particulière de ces petites filles, puis de ces jeunes femmes. Quand elles se sont mises en couple, ce sont aussi des femmes qui, avec leur conjoint, ne pouvaient pas parler de sexualité, par exemple, ou de contraception, parce que ce sont, du point de vue de leurs compagnons, des affaires de bonnes femmes, que donc elles n'ont pas à discuter de ces choses-là avec leur conjoint. Donc c'est cet ensemble de raisons complexes qui s'enchevêtrent, qui font qu'effectivement, lorsqu'elles se retrouvent face à leur juge, elles vont avoir beaucoup de mal à raconter. Par ailleurs, ce qu'elles pourraient raconter, c'est comment elles en sont arrivées à commettre ce crime, et c'est difficile pour elles parce qu'elles ont bien conscience que évoquer leur détresse, évoquer les violences auxquelles elles ont été exposées, pourrait apparaître comme une tentative de justifier leur acte. Et ce sont des femmes qui ont souvent donc des enfants par ailleurs, qu'elles chérissent. Ce ne sont pas des criminels nés, ce ne sont pas des femmes violentes. Elles ont certes commis ce crime, mais elles sont conscientes que c'est compliqué de se défendre quand on a commis un tel crime. Voilà. Moi, j'ai essentiellement travaillé avec donc Dominique Cotret. Ondine Millot. Donc elle a tué ses 8 bébés. Ce sont des néonaticides. Elle les a tués tout de suite à la naissance. Les grossesses avaient été cachées. Elle a tout de suite avoué. Elle a tout de suite dit que c'était elle, comme toujours, ces femmes-là. Elles se ressemblent dans ce que vous dites, c'est-à-dire cette difficulté à dire aux autres. Parce qu'il y a ce côté rétention, il y a ce côté ça n'est connu que d'elle-même. Une chose est sûre, c'est que ce soit Véronique Courgeot, que ce soit Dominique Cotret, elles disent, à certains moments, elles savaient qu'elles étaient enceintes. C'était un secret gardé d'elles-mêmes. Et ces bébés, elles les gardent après. Et c'est tout sauf anodin. Et c'est aussi quelque chose qui n'est connu que d'elles-mêmes. C'est quelque chose qui leur appartient. On peut formuler des tas d'hypothèses sur ce qu'elles rejouent, ces femmes qui n'ont jamais existé pour personne, qui ont été des enfants-objets, et qui refont des enfants-objets, mais cette fois leur appartenant. On peut lancer plein de pistes, mais ce qui est sûr, c'est que le fait de le partager avec d'autres est impossible, puisque justement elles font ces enfants pour ne pas les inscrire dans la lignée de leurs parents maltraitants, pour ne pas les donner à leur mari maltraitant. C'est les enfants pour elles. Et donc quand la justice fait irruption, quand le public fait irruption, il n'y a pas de mots pour dire ça. Véronique Courgeot ne comprend donc pas encore l'origine de ces actes. Dans ces conditions, comment saurait-elle les justifier ? Et pourtant, elle continue à raconter, à dire, à avouer. Elle confirme qu'une fois, en 1999, son mari lui avait bien demandé, après avoir remarqué des rondeurs plus marquées que d'habitude, si elle n'était pas enceinte. Elle avait répondu que non. Peut-être qu'il aurait pu insister, mais il n'avait jamais reposé la question. Pour ne pas la peiner pour quelques kilos en trop. Alors quand il découvre les crimes de sa femme, Jean-Louis Courgeot se sent certainement responsable. Il admet devant les enquêteurs « J'ai été couillon, pas assez attentif ». Il invoque notamment un surmenage professionnel qui aboutit à une sorte de cécité psychologique. Fallait-il que Véronique ne s'accorde que bien peu de valeur pour se rendre à ce point-là transparente ? Ainsi, l'ignorance bien que sincère de Jean-Louis Courgeot témoigne de l'intensité de la solitude dans laquelle a vécu sa femme, des années durant. Il n'a pas su, il n'a pas vu, ou il n'a pas voulu voir. Un enquêteur dira « En résumé, il fuyait la vérité alors qu'elle la retenait. » Je soutiens la femme que j'aime, je soutiens la mère de mes enfants. Et pour des raisons
pense qu'on a passé notre... Parce que j'aime ma femme. Voilà. La dynamique qui unit ce couple est étrange ou étonnante. Pendant la garde à vue, Véronique demande à voir son mari. Ils tombent dans les bras l'un de l'autre. Elle lui dit qu'elle est désolée, il lui dit qu'il l'aime. Ils restent et resteront unis, malgré ce drame terrifiant. Peut-être parce que, d'une certaine manière, pour une fois depuis bien longtemps, ils vivent tous les deux dans la même réalité. Les confessions de Véronique Courgeot assomment ses proches et électrisent l'opinion publique. Je réfléchissais à votre thème sur les femmes criminelles. Ondine Millot. Une femme qui tue son vieux mari riche, on va l'appeler la veuve noire, ce qui n'est pas quelque chose de très dégradant finalement. Voilà. Une femme infanticide ou néonaticide, c'est le monstre. Pourtant, le vieux mari impotent est autant un être sans défense, on va dire, si on veut être un peu provocateur, que le nouveau-né. Mais c'est pas la même chose. Le nouveau-né, non seulement il est sans défense, mais il est l'incarnation même de l'innocence. Et il est l'incarnation du principe de la vie humaine. Et c'est aussi pour ça que j'ai vu des procureurs, notamment dans l'affaire Dominique Cotterêts, mais ailleurs aussi, qui réclamaient des peines très élevées, parce qu'ils disaient, en fait, on défend le principe de la vie humaine, Là, c'est ça qu'on défend. Je pense que c'est leurs victimes qui font d'elles, aux yeux de tous et toutes, ces figures monstrueuses. C'est leur crime et leurs victimes, plus que ce qu'elles sont elles-mêmes, puisqu'au contraire, d'ailleurs, on se heurte justement à un autre impensable, et qui choque aussi, qui est de voir que ces femmes sont des femmes insérées, qui travaillent ou qui ne travaillent pas, mais qui sont presque toutes déjà mères, dans l'immense majorité des cas, et des mères aimantes, adorées de leurs enfants. Donc ce décalage aussi crée une incompréhension terrible, et ça dérange énormément. Véronique Courgeot repousse et fascine. Ses crimes sont effroyables, mais son profil est tout à fait banal. C'est Madame Tout-le-Monde. Le public pourrait pardonner à une folle, à une femme qui a été battue, violée, avec une enfance atroce, qui vivait dans la misère. Mais ça, c'est pas Véronique. Elle est comme nous, comme eux. Et ça, on peut pas lui pardonner. Personne n'a envie de se regarder dans le miroir Courgeot. Séquence 5. Retour au tribunal. Le soutien sans faille de Jean-Louis du clan Courgeot de façon générale sera aussi impressionnant que nécessaire, tant le procès s'annonce terrible, violent. Violent d'abord au regard de la pression médiatique qui entoure cette affaire depuis des mois, des années. Les médias continuent de s'interroger sur les secrets d'un crime qui n'en finit pas de bousculer la société. La répulsion de l'opinion publique pour Véronique Courgeot provient autant de l'absence de réponse, d'évidence dans la justification du crime donné par la coupable, que par le miroir déformant et détestable que cette femme renvoie. Henri Leclerc, l'un des avocats de Véronique, dira « Ce n'est pas une femme monstrueuse, c'est une femme douloureuse ». Et il compte bien le montrer, alors que s'ouvre le procès, le 9 juin 2009. Un procès qui durera 6 jours, le verdict étant attendu en milieu de semaine prochaine. Véronique Courgeot encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Alors que Véronique Courgeot risque la réclusion à perpétuité, l'enjeu pour ses avocats est d'abord de parvenir à faire comprendre aux jurés qui est la femme qu'on leur demande de juger. C'est donc en public, face à une salle comble, que le CV de Véronique Courgeot a été passé au crible. C'est l'avant-dernière d'une fratrie de 7 enfants, qui a toujours fait en sorte de ne pas prendre trop de place, de ne pas être un problème pour ses parents, qui ont beaucoup à gérer entre les vignes dont ils s'occupent et leur famille très nombreuse. Et puis dans cette famille, on cause peu, son père le dit au tribunal. Il y a de l'amour, mais pas beaucoup de communication. Alors c'est dur d'apprendre à exprimer ses peurs, ses angoisses quand on n'a pas l'habitude. Que ce soit Véronique Courgeot, Dominique Cotterêts, toutes celles sur lesquelles je me suis un petit peu penchée, ce sont des femmes qui grandissent dans des familles où on ne parle pas, de très peu de mots. Mais alors, on ne parle pas, ça veut dire quoi ? On peut être bavard, on peut parler de la météo, de quel temps il fait. On ne parle pas de la personne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mots posés sur elle, il n'y a pas de mots pour les identifier. Quelque part, elle n'existe pas en tant que personne. Pendant l'audience, Véronique Courgeot essaye justement de mettre les mots sur ses actes. Mais au début, elle ne fait pas bonne impression. Car Véronique n'a jamais nié avoir eu conscience à un moment d'avoir été enceinte. Mais elle essaye toujours et encore de comprendre. Elle se dit prête à faire l'effort d'évoquer son passé. Je pense avoir eu un manque de communication, de démonstration affective. J'ai pas su trouver ma place. J'ai pas confiance en moi.
Elle tente d'ailleurs de l'expliquer au tribunal. Oui, j'ai su à un moment que j'étais enceinte. Mais après, je ne l'ai plus su. Devant le regard accusateur du président de la cour d'assises, elle essaye de décrire ce qu'elle a vécu. Je sais bien, là, que ce que je dis n'a pas de sens. Mais pourtant, c'était exactement ça. Je l'ai su et je l'ai oublié. La solitude de cette femme face à la rationalité des autres bouleverse. Ainsi, Véronique Courgeot se dévoile au fur et à mesure qu'elle se découvre elle-même. Il y a eu quelque chose, de toute façon, de l'ordre du soulagement. Ondine Millot. C'est-à-dire de ne plus être enfermée avec ce secret qui était aussi une douleur. C'est-à-dire que quand je dis c'est un secret, ça leur appartient, c'est aussi une immense souffrance. Donc le fait même de ne plus être enfermée avec ce secret, avec cette souffrance, je crois, a fait beaucoup de bien. Dérouler une narration absolument rationnelle sur le pourquoi ça s'est passé, je ne pense pas forcément qu'elle le fasse. Elle laisse les autres le faire, comme les autres ont différentes hypothèses. On n'arrive jamais à un seul récit. Mais je pense qu'au fond d'elle, oui, elle sait ce qui s'est passé, elle sait pourquoi. Elle est infiniment plus heureuse et plus soulagée dans sa vie d'aujourd'hui. Mais elle ne le dirait pas avec des mots. Et à travers les médecins et experts psychiatres qui viennent témoigner, les mots de déni de grossesse font leur apparition dans la salle d'audience, pour l'une des toutes premières fois de l'histoire judiciaire française. En fait, ce qu'a vraiment fait le procès Courgeot, c'est favoriser l'entrée sur la scène médiatique et judiciaire du déni de grossesse, qui jusque-là était peu connu des magistrats. Dans la société, on n'en parlait pas encore tellement. Je ne suis pas certaine que ça ait modifié vraiment ou impacté nos représentations de la maternité, mais en tout cas, ça a ancré dans l'opinion l'idée que les néonaticides pouvaient être liés à des dénis de grossesse, un syndrome, un trouble dit déni de grossesse. Et depuis, on parle assez régulièrement de ce problème au sujet de néonaticides, alors que les quelques études dont on dispose ont montré qu'il n'y avait pas de lien en fait entre les dénis de grossesse d'un côté et les néonaticides de l'autre. En fait, on ne sait pas très bien de quoi on parle quand on parle de déni de grossesse. Parce que les spécialistes de ce trouble, et je mets des guillemets, parce que pour le moment, en fait, on n'est pas très au clair sur ce que médicalement ou psychologiquement ça recouvre, les spécialistes ne sont pas d'accord entre eux et ne parviennent pas à donner une définition consensuelle du déni de grossesse. Donc, en fait, ce qui varie, c'est le degré de connaissance que la femme aurait de sa grossesse. Pour certains dénis de grossesse, c'est une femme qui n'a absolument pas conscience de sa grossesse jusqu'au moment où elle accouche et où elle découvre complètement son état. Et pour d'autres, c'est le fait de se savoir enceinte, mais de refuser de l'admettre, et donc de se réfugier en quelque sorte dans des pensées de déni, de dénégation. Est-ce qu'il faut pour autant pathologiser le fait de vouloir occulter une réalité dont on a conscience, mais qui nous pose problème? Je ne suis pas sûre. Alors, le déni de grossesse, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a à peu près autant de définitions que de personnes qui se sont penchées sur la question. Ondine Millot. Il y a ceux qui vont vous dire c'est la grossesse vécue comme une catastrophe qu'on ne peut pas éviter et qui vont même éventuellement invoquer des arguments à juste titre, d'ailleurs sociologiques ou de difficultés encore aujourd'hui d'appréhender la maternité, qui n'est pas une chose évidente, qu'on a trop tendance à penser comme une chose évidente. Il y a des gens qui vont vous dire que la grossesse, elle est à la fois souhaitée et non souhaitée. Moi, je dirais que c'est plus proche de ce que j'ai pu constater chez les femmes que j'ai connues, dont j'ai suivi les procès. On ne peut pas dire qu'elles n'étaient pas souhaitées véritablement. C'est plus compliqué que ça. On ne peut pas dire qu'elles étaient ignorées non plus. Mais c'est ce que les experts psy appellent, avec un mot, je trouve, qui est très facile à comprendre pour le coup, ce n'est pas toujours le cas des jargons psy, mais le clivage. C'est-à-dire qu'on est coupé en deux. Il y a une partie de soi qui sait qu'on est enceinte
et une autre partie qui a l'oubli, parce que c'est impossible, parce que rien que le fait même déjà de cacher sa grossesse à l'ensemble de ses proches, à son mari, c'est déjà en soi quelque chose d'extrêmement violent, enfin d'extrêmement perturbant. Donc rien qu'à ce moment-là, avant même qu'arrive le crime, il y a déjà quelque chose à oublier. D'où ce clivage et d'où une partie de déni. Alors c'est pour ça aussi que finalement les experts sont arrivés au mot de dénégation, parce qu'ils se sont dit, mais non, parce que le déni, parfois elles savent pas. Et c'est ce qu'elles disent, c'est ce qu'a dit Véronique Courgeot, je savais, puis j'oubliais. Et donc ce déni permet de continuer à avancer, à se lever le matin, à s'occuper de ses enfants, à aller au travail, sinon c'est absolument impossible. Apparemment, je ne l'ai pas constaté moi, mais j'ai lu dans pas mal de livres qu'apparemment le vrai déni, où vraiment la personne n'est pas au courant, existe, mais il ne se termine jamais par un infanticide, jamais par un néonaticide. C'est-à-dire qu'une adolescente qui effectivement ne va pas se rendre compte, et puis au bout d'un moment, au bout de 6 mois, en général c'est quand même un peu avant l'accouchement, tout d'un coup il y a la révélation, il n'y a pas de crime. Il peut y avoir un placement sous X, il peut y avoir un enfant qu'on ne peut pas élever. Mais les femmes néonaticides, toutes celles sur lesquelles je me suis penchée, elles savaient. Véronique Courgeot n'a donc pas nécessairement expérimenté un déni de grossesse. Elle a vécu ce qu'on appelle une dénégation. C'est-à-dire qu'elle a su qu'elle était enceinte et a immédiatement refusé cet état de fait. Ce faisant, elle n'a jamais pu conscientiser le fait d'attendre un enfant. Autrement dit, son cerveau, sa psyché, n'a en quelque sorte pas réussi à faire le lien entre le fait d'être enceinte et d'avoir un enfant. On parle alors d'état de sidération qui peut durer dans le temps. C'est pour ça que lorsque l'accusée met au monde ses enfants, pour elle, il ne s'agit pas d'accouchement. Non, comme le dit un expert, à ce moment-là, elle a juste perdu de son corps. Elle a juste perdu de son corps. Sophie Marinopoulos, une psychologue spécialisée sur la question, dit: les mères infanticides ne sont pas des folles passagères, même si elles n'ont pas conscience de ce qu'elles font. Ce n'est pas la maladie qui prévaut chez elles, mais la souffrance. Elles veulent juste mettre un terme à un processus qui leur est insupportable. Elles ne veulent pas donner la vie, mais simplement rester en vie. Pour sortir de cette dénégation, de sa sidération, il aura fallu à Véronique Courgeot que son crime soit découvert. Et c'est au cours de l'instruction puis du procès que cette femme prend conscience, et s'en est bouleversant de désespoir, des crimes qu'elle a commis. Et Henri Leclerc, l'un de ses avocats, refuse que sa cliente soit condamnée pour la signification symbolique de ces crimes. Il veut qu'on juge la femme, cette femme uniquement. Il ne plaide pas l'acquittement, non. Mais, confiant dans le fait que sa cliente ne représente un danger pour personne, et convaincu qu'en réalité elle paye déjà, et pour le reste de sa vie, les conséquences de ses actes, il demande l'impossible au juré. Monsieur le Président, Mesdames de la Cour... Voici un extrait de sa plaidoirie, Mesdames et Messieurs les jurés, qu'il a lu ici mot pour mot chez nos confrères de France Culture. Maintenant, il faut que vous m'écoutiez, parce que vous allez tout à l'heure prendre une décision grave. Elle est grave pour la justice, elle est grave, bien sûr, pour Véronique Courgeot, elle est grave, enfin, pour notre société. Vous réclamez une peine lourde, monsieur l'avocat général. Il va nous falloir voir si elle est juste. Je la crois profondément quand elle dit « Pour moi, ce n'étaient pas des êtres ». Oui, je la crois au moment où elle dit cela. Je pense à ces bébés, à leur mère. Je pense au moment de souffrance physique et psychique épouvantable de cette mère qui accouche, toute seule, sans sage-femme, sans médecin, sans matrone, sans personne. Oui, elle a donné la mort. Mais hier, dans la dernière réponse qu'elle faisait à Nathalie Sénic, elle vous a dit simplement « Peut-être n'avez-vous pas été touché, vous, nous avons été bouleversés. J'ai tué mes enfants, je le sais. » Elle l'accepte donc. Je vous demande l'impossible parce que l'impossible me paraît juste. Vous avez tué vos enfants, Véronique. Acceptez-le, portez-le, et allez maintenant retrouver les autres. Il faudra 7 heures au juré pour condamner Véronique Courgeot. Elle écopera d'une peine de 8 ans d'emprisonnement.
C'est un soulagement pour sa famille, compte tenu des 3 années de détention provisoire qu'elle a effectuées, et avec le jeu des remises de peine, elle pourra sortir d'ici 1 an ou 2. Sur les marches du palais de justice, Henri Leclerc est plutôt satisfait, même s'il regrette que les jurés aient retenu la préméditation pour la mort des 2 bébés en Corée. Il insiste sur la portée de cette décision. Sur les marches du palais de justice, il déclare « Le débat quant au déni et à la dénégation de grossesse est lancé. Je sais qu'il faut que ce problème soit étudié et réglé scientifiquement et juridiquement. » Maître Morin, l'avocat de Jean-Louis Courgeot, ajoute déterminé « Il faut que la justice comprenne que quand une femme n'est pas enceinte dans sa tête, elle n'est pas enceinte dans son corps. » Mais est-ce que la justice a compris finalement l'origine de la violence, les mécanismes de dénégation ? J'ai étudié 75 procès d'infanticide à la naissance. Parmi ces 75, il y en avait 54 qui concernaient l'homicide d'un seul nouveau-né. Et sur ces 54 procès qui concernaient donc une victime, eh bien, on a des peines extrêmement disparates avec des condamnations qui peuvent aller de 2 ans avec sursis, donc des femmes qui ne vont pas aller en prison, jusqu'à plus de 15 ans de réclusion. Donc non, il n'y a pas une peine moyenne, une petite fourchette, c'est extrêmement disparate. Et mon analyse, c'est que les peines, en fait, ne sont pas corrélées à la gravité des faits. Elles sont plutôt corrélées, en fait, à l'image que l'accusée va renvoyer d'elle-même pendant les audiences et au récit qui va s'écrire sur elle et sur les raisons possibles qu'on peut donner à son acte. Et plus elle va apparaître comme une victime, plus on va voir cette femme privée de toute ressource, exposée à des violences conjugales, etc., moins sa peine sera lourde, et inversement. Et ce qu'on constate aussi, c'est que les jeunes filles qui commettent ce crime, ça arrive aussi bien sûr à des femmes très jeunes, eh bien elles vont bénéficier plus souvent de jugements indulgents que des femmes qui seraient déjà mères de famille, probablement au motif que ces femmes-là sont davantage censées maîtriser leur fécondité ou davantage censées accepter un enfant de plus dans leur foyer que des jeunes filles pour lesquelles on comprendra mieux qu'elles n'aient pas pu ou voulu accueillir l'enfant qu'elles portaient. Hélas, je ne pense pas qu'on puisse dire que la justice a compris, puisque aujourd'hui encore, c'est une véritable loterie, c'est-à-dire qu'il y a des femmes néonaticides qui sont relaxées et il y a des femmes néonaticides qui sont condamnées à 20 ans de prison. Et puis entre ces 2 extrêmes, on a absolument tout, les peines, 3 ans, 9 ans, 8 ans, 10 ans. Cette loterie, on voit sur quoi elle se base. Moi, j'ai assisté à 2 procès, un procès où Dominique Cotteray a eu une peine que tout le monde a jugé juste, mesurée, de 9 ans. Elle avait un très bon avocat et ses filles étaient là pour elle. Et ses filles ont parlé pour elle et l'ont rendue humaine. Et on dit quelle bonne mère c'était. J'ai assisté au procès de Céline Lesage, qui elle a pris une peine beaucoup plus élevée, qui était sans rapport donc avec les crimes, puisqu'elle avait tué beaucoup moins d'enfants, si tant est que ça ait un sens de raisonner comme ça. Et elle, personne n'était là pour elle. C'est-à-dire qu'elle avait un fils qui était très lié, qui aimait beaucoup sa mère, qui lui rendait visite très régulièrement en prison, et le président de la cour d'assises a refusé qu'il vienne parler à la barre pour elle. Et on était dans une totale incapacité, et je dirais même presque une absence de volonté d'essayer de comprendre cette femme. Donc non, je pense que la justice, là, agit totalement en fonction des lieux, des gens, des êtres. Enfin, il n'y a pas du tout une compréhension globale. Il n'y a pas de jurisprudence. Après, est-ce qu'il ne faudrait pas appeler à l'aide à la fois les sociologues et les psychologues ? Je pense que les 2 collèges ont leur mot à dire là-dedans, puisque, en fait, ces femmes-là, on a parlé de la ressemblance de leurs crimes, la façon dont elles passent à l'acte, en accouchant seules, en étouffant ou en étranglant tout de suite le bébé, mais immédiatement. Enfin, très peu attendre ne serait-ce que quelques minutes, ça n'existe quasiment pas, en gardant les corps. Donc les crimes se ressemblent. Mais il y a une autre chose qui est absolument déconcertante, c'est à quel point ces femmes dans leur vie se ressemblent. Il y a tellement de ressemblances dans cette absence de parole, dans cette absence d'existence. C'est là-dessus, je pense qu'il faudrait réfléchir. Mais je ne pense pas, en dehors de quelques ouvrages de psy et sociologues, que la justice soit encore au point. Et donc, pour vous, il n'y a pas eu un après-procès Véronique Courgeot ? Je dirais qu'il y a eu une forme quand même à un moment dans les médias de surenchère
au sujet de mais comment est-ce possible, et puis ensuite avec les gens justement qui venaient un petit peu la défendre avec le déni de grossesse. Et ça, mine de rien, même si sans doute des choses plus ou moins justes ont été dites, je pense que c'est d'une certaine façon toujours positif. Bon, moi, je fais partie de ceux qui pensent que c'est toujours positif de parler plutôt que de ne rien dire, quitte à pas toujours être parfaitement juste dans tout ce qui va se dire. Mais voilà, le fait qu'il y ait eu une médiatisation de la possibilité d'un déni, même si en fait, finalement, on s'est rendu compte que non, c'était pas du tout un déni et qu'elle savait qu'elle était enceinte. Mais il n'empêche qu'en parlant de déni, c'était peut-être pas le bon mot, mais on parlait de souffrance. Et en parlant de souffrance, on considérait éventuellement que la société peut-être pouvait se pencher sur cette souffrance et regarder si on ne pouvait pas faire quelque chose pour ces femmes un peu plus en amont. Mais voilà, c'est embryonnaire. Le 17 mai 2010, un an environ après sa condamnation, Véronique Courgeot obtient une libération conditionnelle. Elle a effectué au total un peu plus de 4 années derrière les barreaux. Désormais libre, elle poursuit la thérapie engagée lors de ses années de détention avec le soutien de sa famille et de ses proches. S'agissant de la représentation des femmes coupables dans l'imaginaire populaire et judiciaire, on trouve peu de symboles aussi forts que celui de la sorcière. Vous pensiez tout connaître sur cette figure aussi monstrueuse que mythique ? Erreur. À travers le procès d'Anna Goldie, la dernière européenne condamnée pour sorcellerie et première femme à avoir été réhabilitée, c'est toute l'histoire de la criminalité féminine qui prend forme. Anna Goldie, cette Suissesse, accusée en 1782, en pleine époque des Lumières, d'avoir ensorcelé l'enfant de ses employeurs qui l'avaient renvoyée, une enfant qui se met à vomir des aiguilles jusqu'à perdre l'usage de la parole, de l'ouïe, de ses jambes. Soumise à de longues séances de torture, Anna Goldie avoue avoir agi sur les ordres du diable. Elle est décapitée. Son nom aurait pu tomber dans l'oubli comme celui des dizaines de milliers d'autres femmes exécutées pour sorcellerie. Mais par un incroyable concours de circonstances, impliquant un greffier scrupuleux, 2 enquêteurs allemands et un journaliste suisse, la vérité sur les crimes d'Anna Goldie finit par éclater. Et avec elle, celle de toutes les sorcières. Anna Goldie, le procès de la dernière sorcière, à retrouver dans le prochain épisode de notre série Femmes coupables. Merci à Julie Ancien, sociologue et autrice du livre « Les violences inaudibles, récits d'infanticide » paru aux éditions du Seuil en 2022, et à Ondine Millot, journaliste judiciaire et autrice qui a notamment écrit « Les monstres n'existent pas », publié chez Stock en 2018. Avec Cyril Théophilios et Margot Page à l'interprétation des personnages. Tous les épisodes de la série Femmes coupables consacrés au grand procès de femmes sont disponibles sur la page podcast du site lapremière.be ou sur Ovio.